Hello, bienvenue pour ce comptoir Octo, dédié à l'analyse de cycle de vie. Donc on va voir en fait aujourd'hui qu'apporte l'analyse du cycle de vie lors d'un audit d'éco-conception de services numériques, et plus spécifiquement sur une mission, un retour d'expérience avec ICDC, donc CDC Informatique, donc qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et donc sur lequel on a réalisé une mission Octo, donc d'éco-conception et donc d'audit d'un projet, d'un outil qui s'appelle Cbilan, et sur lequel on va vous faire un retour d'expérience et en quoi l'analyse du cycle de vie nous a sauvé la mission pour apporter en tout cas des recommandations euh, pour, euh, autour de l'éco-conception. Donc, le sommaire, on va passer par l'execsum de l'audit, mesure et 2023, mesure de projection 2024, des scénarios d'éco-conception, des recommandations également, et puis ensuite les next steps aussi bien pour ICDC qu'Octo. Je laisse la main à Quentin. Alors bonjour à tous, Quentin Thomas, donc je suis responsable économie circulaire et donc expert bilan carbone également et product owner du projet Cbilan. Donc juste pour vous donner un petit contexte sur le développement de Cbilan et le recours à Octo. Donc nous on est parti sur le développement d'une solution qui visait à répondre à une problématique qui est en fait la mauvaise qualité des bilans carbone au niveau national. On a à peu près un bilan carbone sur 10 qui est de très bonne qualité avec des effets du coup assez négatifs, puisqu'effectivement on est sur des émissions qui sont très largement sous-estimées sur les émissions des entreprises. Donc nous, on a décidé de travailler en interne, on a associé différents acteurs, notamment également l'Association pour la transition bas carbone et l'ADEME, pour développer un outil fondé sur le machine learning qui nous permet de compléter les postes d'émissions de gaz à effet de serre d'un bilan carbone incomplet et dans notre cas de l'utiliser pour mesurer l'impact carbone de notre chaîne d'approvisionnement. Donc là-dessus, on a voulu développer toute une nouvelle méthodologie pour mesurer ces émissions. On a utilisé le machine learning qui était d'une manière assez récente en interne et surtout, et ça c'est l'objet de la présentation, on a voulu être cohérent jusqu'au bout dans notre démarche, vu qu'on était sur un outil qui était IT for Green, on a voulu être Green IT jusqu'au bout, et donc on s'est lancé dans une démarche d'éco-conception dès le départ de la conception de l'outil. Et donc on a fait appel à Octo Technologies pour faire un audit à la fin du MVP de l'outil, et donc on va vous présenter les résultats et la manière de procéder. Ok, donc voici maintenant le contexte de l'audit. On avait prévu un audit d'éco-conception sur le produit Cbilan avec une estimation d'empreinte environnementale, et ça sur 11 indicateurs, donc via l'analyse du cycle de vie, sur les gaz à effet de serre, la toxicité, les ressources, etc. Également, une analyse de code, 3 scénarios d'éco-conception, une vingtaine de recommandations, et tout ça classé sur une roadmap. En termes d'outillage, on utilisait Green IT Analysis, Lighthouse, Core Web Vital et l'analyse du cycle de vie. En disclaimer, c'est que l'équipe ICDC n'avait pas forcément la main sur l'ensemble des tiers pour agir sur l'ensemble des recommandations possibles, comme l'architecture et l'hébergement. Donc ça, on l'avait en tête dès le début. En termes d'architecture, donc voici, c'est assez simple, quelques conteneurs, donc un serveur HTTP qui prend en charge l'ensemble des requêtes utilisateurs, qui les dispatche vers le serveur, le conteneur applicatif, et 2 autres conteneurs à côté, prédiction et moteur d'IA, qui l'ensemble, ces 3 attaquent une base de données, en parallèle une file de messages et un service d'authentification. Donc, en termes d'unité fonctionnelle, on a simplement réalisé un parcours le plus classique et le plus représentatif de l'utilisation en production. Donc, un parcours de profil expert carbone qui vise en fait dans le scénario détaillé la page d'accueil, la consultation d'un bilan, la saisie d'un bilan, la liste des favoris, la consultation des favoris. Hop. Donc, l'execsum maintenant, les chiffres en résultat. On a tout de suite eu une note Ecoindex B, donc très bonne note au niveau du front. Donc ça, on sentait bien que c'était pas trop ça l'impact, en tout cas sur le service numérique. Un impact très léger en fait comparé à bon nombre d'audits qu'on a pu réaliser
à côté sur d'autres services numériques chez d'autres clients. La 283 kg d'équivalent CO2, c'est à peu près l'équivalent d'un laptop type MacBook. Voilà. Donc on est à peu près dans cet ordre de grandeur. 99% des impacts sont liés au data center. Ça, on l'a senti dès les premiers entretiens. Et donc, c'est pour ça qu'on on était focus sur des recommandations, on va dire, hébergement et back-end. Et puis, on a pu produire en tout cas des scénarios de réduction de l'ordre de 1 à 82%, donc selon les scénarios en termes de réduction d'impact. Donc, voici maintenant la mesure 2023. Je passe la main à Larry. Bonjour. Alors, concernant les mesures 2023, on va passer donc rapidement sur les mesures qui ont été faites avec Green IT Analysis tout d'abord. Comme on l'a évoqué précédemment, elles étaient globalement assez bonnes. On voit qu'on a des notes de B partout. On a un poids de page moyen qui est aux alentours des 1000 kilooctets, donc qui est clairement en dessous de la moyenne actuelle qui se situe à, de mémoire, 2600 en médiane. Et vu qu'on a un parcours utilisateur qui est assez optimisé, on ne passe, en tout cas pour l'unité fonctionnelle qu'on auditait, on ne passe que par 6 pages différentes, donc ce qui fait un total aux alentours des 6000 kilooctets. Donc voilà, on est vraiment sur déjà un assez bon score au niveau de Green IT Analysis. Hop, merci. Pas grand chose d'autre à ajouter non plus avec les Core Web Vitals. On voit qu'on est ouvert partout. On a des temps de chargement, des délais d'interaction et une stabilité d'affichage qui sont vraiment très bonnes. Voilà, tout est ouvert. Donc ça confirmait là aussi que en termes de front-end, c'est pas là qu'on allait avoir des gros leviers pour optimiser l'éco-conception du service. La partie plus intéressante, c'est justement l'analyse de cycle de vie. Donc là, on voit les résultats globaux de cette analyse de cycle de vie qui sont exprimés en équivalent habitant du monde. Donc l'équivalent habitant du monde, c'est à peu près une des seules manières qu'on a de faire des comparaisons entre différents postes de pollution environnementale. Donc ça va nous permettre de comparer par exemple des émissions de CO2 avec de l'acidification des océans ou de la perte de biodiversité. Et si on regarde notre légende, donc là en bas de ce graphique, qui est pas forcément écrit très gros, ce qu'on constate, c'est donc ces gros blocs jaunes qui viennent et un petit peu de bleu. Et en fait, ces deux blocs, c'est les data centers. Et ce qu'on constate, c'est que les autres blocs, les autres couleurs, donc le gris, orange et le bleu clair, on les voit même pas apparaître tellement ils ont peu d'impact en proportion. Donc là, ça confirmait cette première passe sur l'analyse de cycle de vie confirmait très très fort notre première intuition, qui était que l'écrasante majorité des impacts du service Cbilan se situerait au niveau de l'infrastructure, donc des data centers. Et voilà, on a ces mêmes graphiques, enfin ces mêmes données sur un graphique un petit peu différent, qui est la normation, et je m'excuse, c'est celle-là qui est exprimée en habitant du monde, et pas celle d'avant. On dresse le même constat, c'est-à-dire que on ne voit pas du tout apparaître sur ces graphiques les blocs d'émissions du côté des utilisateurs, du côté du front-end. On ne voit que vraiment que les blocs d'émissions côté data center. On constate également que le plus gros bloc, c'est donc celui qui est tout à gauche, c'est l'extraction des ressources abiotiques. Tout ça, en fait, quand on y pense, c'est assez prévisible, c'est-à-dire que on a un service complet, donc il va avoir et un back-end et un front-end, mais qui a très très peu d'utilisateurs. On parlait d'une cinquantaine à l'année. Autrement dit, si on compare par exemple à d'autres services qui vont avoir par exemple 1 million d'utilisateurs, tous les impacts qu'on a sur notre front-end, ils vont être multipliés, si on peut dire, par 1 million d'utilisateurs. Là, ils vont être multipliés par une cinquantaine et qui vont s'en servir assez peu dans l'année. C'est ça qui explique qu'on a vraiment très peu d'impact du côté front. En revanche, le back-end, bien, alors même si il y a eu des optimisations notables, par exemple que le service ne soit actif que 6 mois par an, ça fait quand même la moitié de l'année où on a un serveur qui tourne, qui consomme en permanence. Et en fait, ce serveur-là, dans une certaine mesure, qui reçoivent 50 utilisateurs par an ou
mettons 5000 ou 50 000, il va consommer sensiblement la même chose. Donc c'est là qu'on a tous nos impacts côté data center. Et, et évidemment, le plus gros poste, comme je disais, ce sont l'épuisement des ressources abiotiques, parce que c'est ça, c'est l'extraction des ressources minières qui, dans la grande majorité des cas, représente le gros des impacts du numérique, parce que c'est ça, la construction de matériel. Ok, bon, on va passer à la mesure de projection 2024. Donc, ce qu'on s'est dit avec l'équipe, c'est que là, on avait des mesures actuelles 2023 avec 50 utilisateurs, comme le disait Alaric. On projette en fait en 2024 sur une augmentation du trafic par 20, ou passer de 50 utilisateurs à 1000 utilisateurs annuels. Donc, on voit par rapport au radar la partie bleue qui représente la référence actuelle 2023 à une projection 2024 d'environ 20 à 30% d'augmentation de l'impact sur l'ensemble des indicateurs. Et c'est en ça que aussi l'analyse du cycle de vie a du sens, c'est qu'elle permet, avant même de toucher une ligne de code, d'arriver à faire des projections. Donc là, ce qu'on voit, c'est que également, par rapport à ce que disait Alaric sur la 2023, sur la référence 2023, c'est que là, en 2024, avec 1000 utilisateurs, on commence à voir apparaître un tout petit peu d'impact sur la partie réseau et la partie utilisateur, donc terminaux, tout en bas à gauche, voilà, ici, sur quasiment l'ensemble du spectre. Maintenant, on va passer au scénario d'éco-conception. Je laisse la main à Alaric. Tout à fait. Donc une fois qu'on a eu fait notre audit assez naturellement, venait le moment de faire des recommandations et aussi des projections sur les évolutions possibles pour limiter les impacts de ce service. Et donc, si on peut avoir celle suivante. Ouais. Hop, merci. On a présenté 3 scénarios d'éco-conception qui sont cumulatifs, c'est-à-dire que le deuxième inclut le troisième et le premier inclut le deuxième et le troisième. Donc notre troisième en l'occurrence scénario d'éco-conception, c'était de l'optimisation de conteneurs. C'est-à-dire voilà, supprimer des réplicas parce que notamment pour des raisons et de sécurité et procédurale, il y a beaucoup de conteneurs qui étaient dupliqués pour qu'il y en ait un qui prenne le relais dans le cas où le premier tombe. Et donc si on a 2 conteneurs, c'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de ressources informatiques mobilisées, et ça on peut le réduire assez facilement, notamment parce qu'ici on n'est pas sur un service qui est critique. Si jamais l'application elle est HS une matinée pour X ou Y raison, c'est pas la fin du monde. Ce qui fait qu'on peut assez aisément supprimer ces réplicas. Au pire, il n'y a pas de gros enjeux là-dessus. Et assez mécaniquement, voilà, si on supprime, comme je le disais, si on supprime les réplicas, on divise le nombre de CPU et de RAM utilisés. Donc là, on passait de 10,4 vCPU à 5,6 et on passait de 24 Go de VRAM à 12 Go. On divise tout par 2. Deuxième scénario d'éco-conception, c'est celui qu'on a surnommé prod only, c'est-à-dire on garde donc déjà cette optimisation sur les conteneurs en supprimant les réplicas, et en plus de ça, on va supprimer tous les environnements de pré-production. On garde uniquement un environnement de production. Pourquoi? Ben là aussi, vu que le service ne semble pas être critique, c'est pas dramatique si jamais il y a un léger bug qui est poussé en production. Et ce changement-là, en n'ayant que la prod, il doit nécessairement par contre être accompagné sans doute de nouvelles méthodologies et de nouvelles vérifications du côté des développeurs, donc avec peut-être une batterie de test plus étendue à lancer en local, peut-être une checklist de choses à vérifier avant de pousser, parce que là, dès qu'on pousse le code, ça va directement en production. Par contre, les gains sont assez conséquents. On avait déjà divisé par 2 les ressources nécessaires côté serveur avec le premier scénario. Là, on va les rediviser encore à peu près par 3. Donc on termine à 1,4 vCPU utilisé et environ 3 Go de VRAM, ce qui fait déjà une belle réduction par rapport aux 24 Go de VRAM qu'on avait au départ et 10,4 CPU. Et notre tout dernier scénario d'éco-conception, qui va encore plus loin, il consiste cette fois à mutualiser le serveur de base de données avec 4 autres services. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que le serveur de base de données qui est dédié au service et bilan, en fait, il est très peu utilisé.
parce qu'on a très peu d'utilisateurs qui vont en plus s'en servir très ponctuellement. Donc celui-là, il reste allumé en permanence pour être finalement très peu sollicité. Si on optimisait l'hébergement et qu'on arrivait à mutualiser les serveurs de base de données avec d'autres services, ben là aussi, c'est de l'hébergement complet qui est libéré pour d'autres usages. Et ça permet de répartir, de lisser l'impact de ce serveur de base de données sur plusieurs applications. Donc c'est bilan et 4 autres en l'occurrence. Merci. Et on a un petit graphique ici concernant les impacts environnementaux de ces différents scénarios. En bleu, donc tout autour, c'est la référence actuelle, donc on est à 100% partout. En orange, juste en dessous, on a l'optimisation des conteneurs, donc notre troisième scénario de conception, qui donc amène des gains notables quand même, notamment dans tout ce qui est consommation d'énergie fossile et radiation ionisante. Pas tant que ça sur le reste, sur les déchets, sur l'écotoxicité ou autre. Notre deuxième scénario agit à peu près sur les mêmes postes, enfin en tout cas sur les mêmes pollutions environnementales, mais en allant plus loin. Donc on a une encore plus grande réduction des radiations ionisantes, etc., et des énergies fossiles également. Et notre tout dernier scénario, donc le scénario de mutualisation, où on a tout mutualisé, y compris les serveurs de base de données, c'est là qu'on a vraiment les plus grosses réductions. On voit qu'on a une réduction de plus de 75% par rapport à la référence actuelle. C'est le cercle jaune qu'on voit au milieu. Donc, en termes d'impact, en tout cas de réduction d'impact plus précisément, c'est vraiment ce dernier scénario qui amène le plus de gains. Et c'est aussi, disons, le plus difficile à mettre en place, malheureusement. Et là, je m'interroge, c'est moi qui faisais les recommandations? Alors je peux les faire si tu veux. Ah oui, je peux les faire aussi. Bah, vas-y, si tu veux. Ok, j'enchaîne. Donc, avec ces scénarios-là, on a fait un certain nombre de recommandations. On peut ranger ces recommandations, disons, en 3 grandes parties. La première partie, c'est les Little Satisfiers que vous voyez en bas à gauche. Donc, concrètement, c'est tout un tas de petites mesures, de petites choses directement dans le code pour aller optimiser des petites choses. Donc, ça va être changer les formats d'image, passer en HTTP2, corriger les erreurs, etc. C'est des choses qui sont très rapides, très simples à mettre en place. Il n'y a vraiment aucun blocage là-dessus, mais c'est pas là-dessus qu'on va avoir les plus grosses réductions d'impact environnemental. Au milieu, donc à cheval sur Quick Wins, Big Investments et Time Consumer, c'est les 4 qu'on voit à peu près au milieu en diagonale. On a des choses un petit peu plus ambitieuses, qui ont plus d'impact, mais qui sont un peu moins évidentes à mettre en place. C'est là qu'on retrouve notamment le fait d'arrêter les réplicas, dont on parlait dans notre deuxième scénario, également factoriser les conteneurs, premier scénario. On a aussi une suggestion qu'on voit en bas à droite du graphique, qui est de refactorer en site statique. Parce qu'à l'heure actuelle, on a un site qui est dynamique avec des frameworks JavaScript assez modernes. Et en fait, on a estimé que le site pourrait très bien fonctionner en que du statique et le minimum de JavaScript. Là aussi, bon, on a un gain d'impact environnemental qui est pas négligeable, mais l'investissement nécessaire est important parce qu'en fait, il faut quasiment recoder entièrement le projet. Et nos dernières catégories, on a 2 points, c'est nos big investments, c'est là où on va avoir la plus grosse réduction d'impact, mais c'est là aussi qu'on va avoir besoin de plus d'investissement. On retrouve la mesure phare de notre meilleur scénario de conception, c'est-à-dire de mutualiser les bases de données. Et également une autre proposition qui là aussi est assez ambitieuse, qui serait de refactorer en client lourd. Donc dans la même logique que de refactorer en site statique, on va plus loin, on fait un client lourd, en se disant que tous les utilisateurs sont en interne, ils vont s'en servir vraiment de manière ponctuelle. Donc avoir un client lourd pour éviter de recharger systématiquement des pages web et d'avoir à passer par un navigateur qui va à lui seul avoir déjà beaucoup d'impact sur la performance de la machine, avoir un client lourd directement. Vous vous en doutez, refaire un client lourd, ça veut dire refaire en tout cas toute la partie front-end de zéro avec des nouvelles technologies et qui sont, disons, généralement moins faciles et moins évidentes à manipuler que du web.
Voilà donc pour le gros de nos recommandations. Et nos préconisations, disons générales, c'est un petit peu les mêmes qu'on va faire tout le temps en éco-conception, c'est-à-dire challenger les choix de techno dès le cadrage et également challenger les besoins fonctionnels dès le début. Suivre de manière précise et régulière les avancées en termes d'éco-conception et la maturité de l'équipe. Là, on propose en priorité de le faire avec le RGESN, qui est donc le référentiel général d'éco-conception de services numériques, mais ça peut être aussi fait avec ou en plus avec d'autres outils, donc Green IT Analysis, EcoSonar, etc., etc. Et évidemment, nos autres recommandations, surtout pour du long terme, ça va être de former à l'éco-conception toutes les équipes, déjà les équipes qui travaillent sur ce projet, et même au-delà, former le maximum de personnes possible, et au besoin, déléguer à des profils d'experts en éco-conception l'accompagnement des équipes, notamment pour des projets sur long terme ou des projets un peu ambitieux, avoir des experts dans l'équipe pour guider, donner des guidelines, c'est vraiment un plus majeur pour l'éco-conception. Et évidemment, en termes de communication, faire une page d'autodéclaration d'éco-conception, comme on est obligé de le faire pour l'accessibilité, on peut le faire pour l'éco-conception, même si c'est pas obligatoire, et organiser un comptoir à Octo pour présenter ses résultats. Et ça, eh bien c'est justement en train d'être fait au moment même. Maintenant, on passe la main à ICDC, à l'équipe, pour parler des next steps. Merci beaucoup Nicolas Larigue. Donc bonjour Henri Petit, je travaille à l'équipe RSE d'informatique CDC. Et après cette présentation, ce qu'on voulait, c'était un petit peu aussi revenir sur, au-delà de ce qu'on a appris pour ces bilans spécifiquement à travers l'audit, c'est aussi qu'est-ce qu'on a appris pour nous en termes de façon de travailler sur l'éco-conception. Alors pourquoi se poser cette question-là? Parce qu'en fait, finalement, ces bilans, pour nous, c'était un peu un projet pilote. C'était un peu la première fois qu'on avait une approche systématique sur l'éco-conception dans le cadre d'un projet. Et donc l'idée c'était aussi de se dire qu'est-ce qu'on en a appris et comment on va pouvoir aller plus loin et faire mieux pour l'ensemble de nos prochains projets. Donc ce qu'on a fait déjà en premier, c'est qu'on est allé voir les premiers concernés qui étaient l'équipe projet. On a fait un atelier dédié avec eux pour avoir un peu leur retour d'expérience, comment est-ce qu'ils ont vécu un peu cette approche différente basée sur un accompagnement spécifique avec l'équipe RSE, avec moi et Abdel, avec des revues RGESN, avec un audit intégré dans le cadre du projet. Enfin voilà. Donc l'idée c'était d'avoir un petit peu leur ressenti et là-dessus ça a été assez unanime. Le ressenti a été vraiment très positif. Ça a été vu comme un challenge, ça a été vu comme quelque chose de très valorisant, même pour leurs compétences, pour une sorte d'adhésion collective au projet. Et là-dessus, il y a un point qui a été majeur, qui a été vraiment remonté, c'est le fait d'avoir pu intégrer cette logique-là vraiment dès le début du projet, très en amont, et vraiment avec une animation tout au long du projet. Donc ça, encore une fois, là-dessus, on félicite et on remercie Quentin, qui était product owner sur le projet. En plus, qui était particulièrement bien sensibilisé au sujet, étant donné qu'il travaille aussi dans la RSE. Donc ça, là-dessus, ça a été vraiment un point très très intéressant. Et ça n'a pas du tout été vu comme une surcouche, comme une contrainte supplémentaire à intégrer en cours de projet. Non, ça a vraiment été vu comme quelque chose de très positif. D'ailleurs, en plus, comme vous avez pu le voir sur la présentation de l'audit, les résultats qui en ressortent vont plutôt dans le sens de nos efforts. On est plutôt sur des résultats de maturité et d'impact qui sont quand même très intéressants. Donc ça confirme les efforts qu'on a pu faire, tout ce travail-là mené tout au long du projet. Si on dézoome un petit peu au-delà de l'équipe purement projet et d'un point de vue plutôt projet global, certains éléments aussi importants à noter, c'est que on n'a pas identifié d'impact majeur sur le planning, sur le budget. Ça n'a pas généré de dérapage particulier en termes de planning et de budget, même s'il y avait le financement d'un audit, même si ça pas forcément sur tous les projets. Mais en tout cas, ça a été bien mené tout au long de manière régulière du projet, pas d'impact majeur. Un autre point très important qui a été bien retenu par notre direction de l'innovation notamment, c'est que finalement, quand on travaille intelligemment, on peut tout à fait c'est pas du tout incompatible de travailler avec de l'éco-conception et des nouvelles technos. Là, par exemple, il y a de l'IA, de l'intelligence artificielle, de l'approche ACN dans ce cas de ce projet-là. Quand on utilise ces technos-là à bon escient, finalement, il n'y a pas d'incompatibilité de nature entre éco-conception et ces nouvelles technos. La montée en compétences, j'en ai un petit peu parlé, je vais pas rentrer dans le détail.
Mais un autre point qui était intéressant pour nous aussi, c'était d'apprendre à travailler avec des nouvelles métriques, type par exemple l'éco-index comme on l'a cité, travailler aussi avec des nouveaux outils, le RGESN qu'on connaissait mais qu'on n'avait encore jamais utilisé profondément dans le cadre d'un projet. Voilà, pour nous, ça a été des nouvelles approches à intégrer, mais qui finalement sont bien fondues dans le cadre du projet. Et finalement, donc là, si on passe à la slide suivante, ça c'est ce qu'on a fait. Nous maintenant, l'idée c'est de pouvoir capitaliser un peu sur tout ce qu'on a appris dans le cadre de ce projet-là pour pouvoir pour faire mieux, et faire plus. Donc on capitalise en ce moment beaucoup sur ce qu'on a pu faire et l'objectif étant de pouvoir faire modifier, d'adapter un petit peu nos process internes. Et ça tombe bien parce qu'on a en plus une refonte de notre procédure avant projet en interne. Et donc, on s'est beaucoup basé sur ce qu'on a appris dans le cadre de ces bilans. Donc, on a pu modifier un peu nos grilles d'analyse Green IT dans le cadre d'instruction des projets. On met beaucoup plus l'accent sur l'accompagnement auprès des équipes par l'équipe RSE. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de ce projet ces bilans. Donc, voilà, c'est vraiment des apprentissages qu'on a à travers ce projet pour nous, avec à terme comme objectif, comme rêve, pouvoir généraliser cette démarche-là à l'ensemble de nos projets, notamment projets stratégiques, à horizon 2024-2025. Ok, merci. On va passer au Next Step Octo et je vais passer la main à Adrien Berthelot, qui est notre doctorant autour de l'analyse du cycle de vie. Oui, merci Nicolas. Du coup, vous me présenter rapidement, Adrien Berthelot. Je suis en 3e année de thèse à l'ENS de Lyon, hébergé à Octo Technologies, en thèse en informatique, sur le sujet de l'analyse de cycle de vie de services numériques. Donc là, je suis bientôt à la fin. On a fait plusieurs travaux durant la thèse sur des frameworks pour des services simples, d'IA générative ou d'ensemble de services. Et là, la next step qu'on a pour cette 3e année, c'est l'audit à large échelle des différents délivrables d'Octo. Donc moi, j'avais fait audit critique sur la CV de Nicolas Laric pour ICDC. Et en fait, on a établi un modèle ACV simplifié qu'on a fait passer à tous les deliveries qu'Octo a menés pendant l'année 2023. Alors à la base, c'était pour mieux prendre en compte le scope 3 dans notre bilan carbone. Mais en fait, on s'est rendu compte avec Nicolas que faire cet ACV accéléré, ça allait produire une base de résultats assez unique dans le paysage du numérique responsable. C'est-à-dire qu'on allait pouvoir avoir pour l'une des premières fois les grandes tendances sur un ensemble de projets très hétérogènes sur où se trouve l'empreinte, donc c'est-à-dire plutôt data center, terminaux, réseaux, et aussi où se trouve l'impact en termes d'impact, en termes de catégorie. Alors même s'il sera très biaisé français, on aura quand même des premiers gros indices sur les grandes tendances de l'empreinte environnementale des services numériques, en France en tout cas. La deuxième chose, c'est qu'en plus, cette base de résultats, elle va nous permettre de tester un peu les outils automatisés qui sont proposés sur le marché, Fruger, EcoIndex pour citer que cela, mais aussi d'autres qui ont été cités précédemment. Alors évidemment, ces outils automatisés, ils n'ont pas le même périmètre que l'ACV, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir justement les outils qui, malgré un périmètre différent, ont la meilleure corrélation de résultats et de bonnes notes, on va dire environnementales, avec l'outil ACV. Et ça va être assez intéressant parce que pour l'instant, on n'a pas forcément, c'est pas simple d'avoir des retours sur ces outils qui essayent automatiquement de générer une empreinte ou une évaluation environnementale du service proposé. Et donc, en plus de ces volets éco-conception, on va aussi faire un volet accessibilité et respect de la vie privée pour vraiment faire cette autocritique de l'ensemble des delivery Octo sur cette grande base hétérogène. Donc voilà, pour la suite. Voilà, donc ce qu'on est en train d'établir, c'est en effet des dashboards pour remonter au C-level Octo, un ensemble de métriques tangibles, utilisables, de suivi autour notamment de risques associés à chaque thématique du numérique responsable. Et donc, autour de cette analyse de cycle de vie qui nous a servi de base, de mesure de référence, on a pu établir, comme le disait Adrien, un benchmark d'outillage et également de réflexion autour de l'automatisation pour simplifier l'utilisation de l'éco-conception dans les équipes. Et donc, une conférence qui est comment automatiser les outils d'éco-conception de services numériques. Il y a eu un meet-up la semaine dernière et puis vous pourrez retrouver cette conférence à Lille le 7 juin à la DevFest. Voilà. Donc, les actus Octo, un comptoir très prochainement le 13 juin autour de l'agilité. L'agilité chez les Ops, une publication sur la RefCard d'accessibilité
Une formation qui va arriver au catalogue avec un partenariat de greenIT.fr, parce que c'est une formation d'analyse du cycle de vie qui a été montée par Fred Bordage, et puis une conférence le 24 juin au musée du Quai Branly autour de la technologie dans l'exercice de la souveraineté. Merci à l'équipe ICDC, c'était chouette. Allez, au revoir, ciao. Parfait. Ciao.